Bonjour, c'est maintenant le temps de revenir sur la question numéro 2 de l'évaluation diagnostique. Donc, je vous invite à la sortir puis à la voir pour comparer, en fait, avec les solutions que je vais vous donner, des solutions que j'ai obtenues dans d'autres cohortes avec des étudiants universitaires. Donc, le but, c'est de revenir sur cette question-là, puis plus précisément de revenir en lien avec les conceptions. Donc, c'était une question liée aux conceptions. Donc, vous avez en fait, il y avait une capsule sur les conceptions probabilistes. Je rappelle qu'on a vu il existe des conceptions en arithmétique. On avait vu celle multiplier, ça grossit, par exemple. Donc, il y a des conceptions comme ça qui existent dans d'autres domaines mathématiques, mais en probabilité, il y en a plusieurs. On en avait vu plusieurs, puis vous avez pu continuer dans votre lecture, là, dans le chapitre 10. Vous avez pu voir, en fait, certaines situations là, qui amènent à travailler sur ces conceptions-là, avec le chapitre de Miranda Rioux. Donc, allons voir cette question-là. Donc, la question était la suivante. Amélie et Benoît jouent à pile ou face avec une pièce de monnaie. Amélie obtient face aux deux premiers lancers. Alors, elle prédit que le résultat du troisième lancer sera pile pour équilibrer les résultats précédents. Benoît, lui, de son côté, va dire que ça va être face pour poursuivre dans la même séquence. Donc, la question, c'est comment interviendriez-vous auprès de ces élèves? Donc, on va voir ici 8 solutions qui ont été recueillies là, dans des années précédentes on va les analyser. Le but, ça va être de voir, il va y avoir des éléments intéressants dans chacune de ces 8 réponses-là, mais chacune d'elles prises séparément, dans le fond, sont incomplètes. Donc, l'idée, c'est de voir comment on fait pour trouver une intervention qui serait assez complète. Donc, la personne nous dit ici, je leur dirais qu'il y a autant de chances de tomber sur l'un ou l'autre, que c'est du hasard, que c'est une question de force, de hasard, il y a autant de chances que ça tombe sur pile ou sur face. OK, mais ici, on peut penser que ça ne sera pas tout à fait complet parce que, bon, il est question de chance ici. Qu'est-ce que ça veut dire autant de chance? Donc, c'est la même probabilité. Donc, quelle est cette probabilité-là? Ici, j'imagine qu'on veut sous-entendre, c'est pas écrit, mais on veut sous-entendre que la probabilité d'avoir pile puis d'avoir face, c'est chacun une demi ou 50%. Donc, enchaînons avec une deuxième solution. Donc, la personne nous dit, c'est un jeu de hasard. Je ne crois pas que nous pouvons prédire le résultat de son troisième lancer. Selon moi, Amélie a autant de chances d'avoir pile que d'avoir face. Peu importe ses deux premiers résultats, son troisième est aléatoire. Chaque lancé a 50% d'être pile et 50% d'être face. Donc déjà, on est peut-être un petit peu plus précis que la solution précédente. Ici, il faudrait nuancer. On ne peut pas prédire le résultat du troisième lancer. On peut prédire. C'est juste qu'on ne peut pas prédire avec certitude. Mais on peut prédire, je crois que ma prédiction, c'est que ça va être pile ou que ça va être face. Mais puisque c'est aléatoire, ben, par définition, quelque chose qui est aléatoire, c'est qu'on ne peut pas prédire avec certitude. Mais ici, on a ici une quantification. Donc, on a ici le fait que la probabilité est quantifiée à 50% en pourcentage. On aurait pu dire une demi ou en fraction ou 0,5 en nombre décimal. Donc, ici, on voit que, en fait, les résultats on sait que les résultats de chaque lancer de pièce de monnaie sont indépendants. Là. Quand je lance ma pièce de monnaie, elle n'a pas de mémoire. Donc, on en avait parlé dans la capsule là, avec les conceptions. Donc, c'était les effets de récence. Donc, ce qui s'est passé récemment, ça n'a pas d'incidence sur ce qui va se passer par la suite. Donc, les pièces de monnaie sont indépendantes. Donc, je pourrais obtenir que des piles, je pourrais obtenir que des faces, mais je pourrais aussi obtenir d'autres, donc avoir un pile et deux faces, ou deux piles et un face. Bon, donc, je pourrais avoir d'autres événements, mais à chacun des résultats, dans le fond, à chacun des lancers, les événements obtenir pile puis obtenir face sont équiprobables, sont de 50%. Donc, si on regarde une troisième solution, la personne nous dit « Je leur expliquerai que les résultats obtenus précédemment n'ont rien à voir avec les résultats qui vont s'en suivre, car la probabilité d'obtenir pile ou face demeure une demi en tout temps. » Donc, c'est encore un peu plus clair, ça complète peut-être les deux solutions précédentes. Une autre solution, je reviendrai sur la probabilité d'obtenir pile et la probabilité d'obtenir face sans réfléchir aux résultats précédents. J'imagine qu'il répondrait que la probabilité de une demi pour les deux côtés. Bref, je tenterai de leur expliquer que la probabilité revient au point de départ à chaque lancer, peu importe le résultat précédent. Donc, si revenir au point de départ, c'est l'idée là, que la pièce n'a pas de mémoire, donc ça peut être une bonne façon de l'expliquer. Et là, j'attire votre attention sur le fait que si je reprends le verbe, là, quelle est l'action qui est posée? Là, ici, je vous rappelle qu'on demandait comment intervenir auprès des élèves. Mais si je reviens à la première, je leur dirais que... après ça, ici, bon, il n'y a pas d'action, en fait, ici.
ici, je leur expliquerai. Puis ici, je reviendrai sur, je tenterai de leur expliquer. Donc ici, tout est orienté vers l'enseignante ou l'enseignant. Donc ici, on peut penser qu'il y aurait d'autres manières d'intervenir pour amener l'élève à l'engager, en fait, sans qu'il soit juste en mode à nous écouter lui expliquer. Donc ici, justement, dans la même tendance, on a « je leur expliquerai que les résultats antérieurs n'influencent pas le prochain résultat puisque chaque lancer est indépendant des précédents ». Donc c'est bien écrit. La pièce de monnaie possède le nombre de faces à chaque lancer et les deux faces ont autant de chances d'être obtenues. Très bien, donc ici, peut-être juste au lieu de chance, on pourrait parler de probabilité. Donc ça, c'est important. Et là, si on travaille avec la pièce, on le voit bien. Il y a deux faces et on suppose que les deux côtés ont la même probabilité d'être obtenus. Parce qu'il pourrait y avoir deux côtés, mais pas du tout la même probabilité d'être obtenus. Donc, on a, par exemple, on a parlé avec du matériel atypique. Là. Il y a certains matériels là, comme le gobelet, puis on y reviendra au gobelet. Le gobelet, on peut penser qu'il y a trois façons où il peut atterrir, il peut tomber debout, sur le côté ou à l'envers, mais la probabilité de chacun n'est pas de 1/3. Donc, ici, c'est bien expliqué. Et là, après ça, encore centré vers l'action de l'enseignante, ou l'enseignant. Donc, je pourrais faire le parallèle avec une pige avec ou sans remise en comparant le lancer de la pièce avec la pige avec remise pour montrer que chaque lancer de dés a les mêmes résultats possibles que les autres. Donc, c'est vrai qu'une pièce de monnaie, c'est comme si c'était un tirage avec remise. Donc, si je compare avec un tirage de billes, ben, quand je tire des billes, les probabilités restent les mêmes si c'est un tirage avec remise. Si c'était sans remise, alors à ce moment-là, mes tirages deviennent dépendants. Donc, selon ce que j'ai pigé en premier, ça va avoir une incidence sur qu'est-ce que je peux piger en deuxième. Mais si c'est avec remise, les probabilités restent les mêmes. Donc, c'est la même chose pour la pièce de monnaie. C'est comme si c'est un tirage avec remise, donc où on repart à 0 à chaque fois. Maintenant, je reviendrai sur le principe de hasard, mais aussi sur celui de probabilité. Et là, c'est la première personne qui nous dit « J'essaierai aussi de leur demander ». Ça, c'est une bonne idée de questionner les élèves. J'essaierai de demander aux élèves, il y a combien de possibilités totales? Au lieu de « je leur dirai, je leur expliquerai », j'essaierai de leur demander « Ah, il y en a deux, c'est soit pile, soit face. » Je les questionnerai aussi sur leurs idées. Pourquoi Amélie pense que ce sera pile? Pourquoi Benoît dit que ça sera face. Donc ça, c'est toujours une bonne idée. On peut supposer du raisonnement des élèves, mais ça nous donne plus d'informations si on les questionne, puis on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Puis je demanderais surtout à Benoît s'il pense que cette séquence de face se reproduira à l'infini. Donc si Benoît dit ça va continuer, ça va poursuivre dans la même séquence, ben, c'est une bonne idée. Est-ce que tu penses que ça va continuer tout le temps comme ça? On va toujours avoir des faces comme ça à l'infini. Donc si on peut questionner l'élève, puis même réutiliser son raisonnement en l'exagérant pour montrer que peut-être que ça ne tient pas la route. Septième solution, donc je demanderai aux élèves d'expliquer leur réflexion afin d'analyser s'ils comprennent bien le concept mathématique sans me pencher sur la réponse. Je leur demanderai de l'expliquer de façon concrète avec du matériel. Donc, ils peuvent utiliser du matériel, donc des pièces de monnaie, ou avec des dessins. Donc, ils peuvent faire des dessins pour faire ressortir les différentes possibilités pour pouvoir évaluer leur compréhension. Donc, si, encore une fois, plutôt que d'être la personne qui agit puis qui leur dit quoi faire, ben, c'est plus d'aller recueillir de l'information, expliquez-moi avec du matériel, des dessins pour que je puisse mieux comprendre votre raisonnement puis mieux intervenir aussi par la suite. Ensuite, je bonifierai leurs explications en précisant certains éléments dans le but qu'ils comprennent bien le concept. Donc, je pourrais faire l'exercice avec eux à l'aide de matériel ou de logiciels, par exemple. Donc, le logiciel, c'est peut-être un simulateur, s'il en existe, par exemple. Et ici, je veux préciser que quand je dis que c'est important peut-être d'engager l'élève puis de lui laisser de la place pour réfléchir, ça ne veut pas juste dire « Ah oui, dis-moi ce que tu en penses, puis je vais juste te laisser t'exprimer, puis après ça, on s'arrête là. » C'est important après, là, comme c'est écrit, je bonifierai leurs explications en précisant certains éléments dans le but qu'ils comprennent bien le concept. Donc, la phase qu'on appelle la phase d'institutionnalisation. Donc, on institutionnalise le savoir. Donc, les élèves ont certaines connaissances, puis on va aller faire ressortir, dans le fond, OK, maintenant, avec tout ce que tu m'as dit, là, voici, là, on prend position, puis on vient un peu mettre les points sur les i, si on veut. Là. Huitième solution, donc ici, on avait l'idée de faire des dessins, donc de représenter, mais on pourrait y aller avec sous forme d'un diagramme, donc pour représenter les solutions. Donc, on voit ici que cette personne-là a fait ici un diagramme à ligne
un diagramme à bande, un diagramme en arbre, pardon. Donc, où on voit que on a ici un premier lancer. Je peux avoir soit pile, soit face. Au deuxième lancer, pile, face. Puis au troisième lancer, pile, face. La seule chose ici, c'est que je n'ai pas toutes les branches. Donc, si je voulais faire un diagramme en arbre complet pour bien voir toutes les possibilités, donc il y aurait ici 8 possibilités, ben, il faut que je fasse toutes les branches, donc que je continue. Pourquoi la personne a fait ça, sûrement, c'est parce qu'on était dans le cas ici où on a eu 2 fois face. Donc, j'ai eu face et face, puis là, après ça, elle a voulu montrer qu'on a fait ce chemin-là ici en rose, puis après ça, ben, peu importe quand je suis là, ça reste que mes probabilités d'avoir pile ou face sont toujours d'une demi. Donc, on comprend l'idée, mais ça pourrait être intéressant de faire le diagramme en arbre au long. Donc, elle nous dit aussi pour accompagner, parce que la représentation en soi peut être aidante, mais elle n'est pas suffisante, donc il faut l'accompagner d'une explication. Donc, elle dit « Je démontrerai à ses élèves que le fait d'équilibrer les résultats ou de poursuivre dans la même séquence n'a pas de lien avec les probabilités. » Donc, c'est pas un raisonnement probabiliste. Lorsqu'on joue à pile ou face, on a toujours une chance sur 2 de gagner, ou la probabilité de gagner est de 1/2 plutôt. Peu importe le côté choisi, peu importe le nombre de lancers, et surtout, peu importe les résultats des lancers précédents. Je pourrais essayer de leur faire comprendre en leur faisant faire 3 lancers de suite, et ça plusieurs fois. Donc ça, c'est assez intéressant. On nous avait dit, l'autre solution d'avant, on nous avait dit on pourrait faire l'exercice avec eux avec du matériel, des logiciels, mais on n'allait pas vraiment plus loin. Donc si cette personne-là précise, ben il faudrait le faire. Donc on pourrait prendre avec une pièce de monnaie, on pourrait faire 3 lancers de suite, plusieurs fois, plusieurs échantillons de 3, et faudrait maintenant comparer en fait ces échantillons-là pour voir quand j'ai eu face et face, est-ce qu'après c'est plus probable d'obtenir comme troisième résultat pile ou face, ou c'est la même probabilité en fait. Puis normalement, on devrait voir que ça va être la même probabilité parce qu'il n'y a pas d'incidence, c'est indépendant encore une fois. Donc, pour avoir une intervention complète, voici les différentes idées qu'on peut rassembler ensemble. Donc, moi, je pense que la première étape, avant de dire, de montrer, d'expliquer, c'est de questionner l'élève. Donc, on pourrait questionner les élèves en leur demandant d'expliquer le raisonnement qui est lié à leur prédiction. Donc, Amélie, tu m'as dit que si on a eu face-face, on est dû pour avoir pile. Ben, pourquoi? Peux-tu m'expliquer, m'en dire un petit peu plus? Benoît, tu m'as dit qu'après face-face, toi, ça va continuer la même tendance avec face. Peux-tu m'en dire un petit peu plus? Après, on peut leur proposer de mettre à l'épreuve leur prédiction. Bon, là, vous pensez qu'après, toi, tu penses qu'après c'est pile, toi, tu penses qu'après c'est face. On va mettre à l'épreuve la prédiction et on ne le fait pas une seule fois parce que sinon, ça va donner raison à un ou à l'autre. Donc, il faut lancer des séries de 3 pièces de monnaie, puis on va noter le nombre d'occurrences où on a eu face, face, pile et le nombre d'occurrences où on aurait eu face, face, face. Et normalement, si on le fait un certain nombre de fois, ben, ça se peut qu'il y en ait un peu plus de face, face, pile ou de face, 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 mais si on le faisait un grand nombre de fois, par exemple avec un simulateur, s'il en existe un, ben on verrait que il y en a à peu près autant, en fait, de résultats où on a face, face, pile par rapport à face, face, face. Et là, ça nous permet de revenir sur leur prédiction. Et là, de parler, par exemple, de la conception de dépendance, ou il y en a qui l'appellent, certains auteurs l'appellent la conception de dépendance, d'autres d'indépendance. On en a parlé dans l'autre capsule, les effets de récence. Donc, on peut parler de l'effet de récence négatif pour Amélie, qui pense que c'est dû pour changer. On a eu face-face, elle croit que ça va être pile. Donc ça, c'est dû à l'effet de récence négatif. On va voir ça beaucoup dans les casinos. Là, elle est due pour payer. Là. Ça fait plusieurs fois que ma machine perd, et là, elle est due pour payer. Donc ça, c'est l'effet de récence négatif. Puis Benoît qui pense que ça va continuer dans la même séquence, la même lignée. Donc face-face, ben encore face. Ça ferait ressortir l'effet de récence positif. Donc, ensuite, maintenant qu'on est revenu sur leur prédiction, on peut confronter les conceptions. Donc, dire, bon, les résultats, en fait, est-ce qu'ils sont vraiment... vous me dites là, que ce qui se passe avant, ça a une incidence. Ben non, les résultats sont indépendants. La pièce, est-ce que ça rappelle? Non, la pièce n'a pas de mémoire. C'est comme si c'était une remise à zéro. Donc, un peu briser cette idée-là là, de dépendance, parce qu'il n'y a pas de dépendance. Il y a une indépendance par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Ensuite, ben là, ça pourrait être le temps d'expliquer, soit d'expliquer ou d'amener l'élève à expliquer la probabilité d'une demi avec une pièce de monnaie. Donc, concrètement, avec la pièce de monnaie, dire, il y en a combien de côtés? Il y a 2 côtés. Puis, est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'un des côtés est plus probable? Non, OK. Donc, à chaque fois, c'est indépendant et à chaque fois, chaque côté a une probabilité une demi d'être tiré. Puis après ça, on pourrait représenter les 8 cas possibles avec un diagramme en arbre, donc l'arbre des possibilités, où on pourrait bien voir
toutes les possibilités de mon arbre, puis qu'une fois que je suis rendu justement à face-face, ben, qu'après d'avoir pile ou face, on est toujours c'est toujours la même probabilité là, qui est une demi. Donc, ce qu'on vient de faire là, on vient de faire une analyse didactique d'une tâche. Donc, on est parti de cette tâche-là, puis on a fait ressortir des raisonnements possibles, on a fait ressortir des difficultés, des conceptions, et ici, dans ce cas-là, des conceptions en particulier. On peut faire ressortir des erreurs, puis des interventions possibles. Dans mes interventions, si on résume, il peut y avoir un questionnement, il peut y avoir de l'expérimentation, des explications, on peut utiliser du matériel concret, d'avoir recours à un exemple ou un contre-exemple pour valider la théorie d'un élève, puis des représentations visuelles. Donc tout ça, quand je suis en train de faire ça, à partir d'une même tâche, c'est ce qu'on appelle faire une analyse didactique d'une tâche. Puis si je faisais la même chose, mais avec un concept, donc si je prenais le concept de moyenne, par exemple, en statistique, puis je veux faire l'analyse du concept de moyenne, je vais ressortir les raisonnements en lien avec la moyenne, les difficultés, les conceptions, les erreurs en lien avec la moyenne, puis des interventions. On appellerait ça une analyse conceptuelle, puis dans ce cas-là, il y aurait des problèmes types, il y aurait des problèmes classiques de moyenne qui pourraient accompagner. Donc, c'est ça la distinction entre une analyse didactique d'une tâche, puis de façon très similaire, une analyse conceptuelle en lien avec un concept mathématique. Donc, je vous invite à me dire ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Donc, on a pu prendre conscience de la complexité de réaliser une bonne intervention qui fait avancer l'élève en l'impliquant dans ses apprentissages. Donc, on ne veut pas juste lui dire quoi faire, mais on veut l'impliquer dans ses apprentissages. Ça va être beaucoup plus signifiant. On a pu aussi énumérer des possibilités d'intervention qui sont précises, qui sont réfléchies. Donc, c'est l'idée d'avoir un coffre à outils bien garni. Si dans mon coffre à outils, là, j'ai seulement, si je fais du bricolage, là, puis j'ai des travaux, des réparations plutôt, puis que j'ai juste mon marteau, ben, il y a plein de situations où mon marteau ne sera pas vraiment aidant. Donc, c'est la même chose pour l'élève, c'est la même chose pour l'enseignant, il faut qu'il y ait un coffre à outils bien garni. Donc, si la seule chose qu'il y a, c'est d'expliquer, de dire, si l'élève ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait, on redit, on répète encore, ben, il faudrait avoir d'autres outils, donc qui peuvent être de questionner, de l'amener à manipuler, à réaliser des essais. Donc, plus on va avoir des possibilités dans notre intervention, plus on va favoriser la réussite et la compréhension de l'élève. Puis on a précisé c'est quoi une analyse didactique d'une tâche, puis aussi une analyse conceptuelle qui est très proche. Donc voici ce qui conclut le module 2 sur les particularités de l'enseignement-apprentissage des probabilités.